Patrick, vous êtes médecin de l'équipe de France de chasse sous-marine. Existe-t-il des conditions nécessaires à la pratique de ce sport? Peut-on dire que ce sport est réservé à une certaine catégorie de gens, de jeunes, ou pouvez-vous nous parler de ce sujet? La pêche sous-marine est une merveilleuse discipline du corps et de l'esprit. Dans ce sport, il faut absolument arriver à dissocier le corps de l'esprit. Il faut que le corps s'efface, se fasse oublier, afin de laisser s'exprimer l'instinct de la chasse. Il faut que le chasseur se fonde dans l'élément afin de mieux approcher, de mieux surprendre le poisson, ce qui sous-entend une aisance aquatique et une très bonne maîtrise de l'apnée. Cette aisance n'est possible qu'à deux conditions. Tout d'abord, la condition physique, c'est-à-dire absence de contre-indication médicale et une visite annuelle par un médecin de plongée est recommandée chaque année. La deuxième condition, la plus importante à mon avis, est l'entraînement. Il faut être en forme, il faut avoir envie de chasser, c'est un gage de sécurité. Dans le cas contraire, il vaut mieux attendre que l'envie vienne avant de se mettre à l'eau. Il faut s'entraîner à nager afin d'éviter les crampes. Il faut entraîner également ses trompes de stache, et la béance tubaire est recommandée, et ce qui permet d'avoir une descente plus rapide. Et surtout et enfin, il faut s'entraîner à l'apnée pour avoir une meilleure connaissance de soi et de son propre point de rupture de l'apnée. Quels sont les dangers de la pratique de ce sport? Chacun de nous est différent. Aucun examen médical seul ne peut prévenir la syncope d'un sujet. C'est à chacun de s'étudier, de se connaître, de respecter les signes avant-coureurs de la limite de l'apnée, comme par exemple un mouvement respiratoire dans le masque ou une contraction du diaphragme. Il faut alors remonter quoi qu'il arrive. Et aucun poisson ne vaut de mettre sa vie en péril, même en compétition. C'est pourquoi je pense qu'il faut chasser à deux, surtout les jeunes qui sont inexpérimentés, qui se connaissent mal et tentent parfois des exploits. Il ne faut pas pratiquer non plus l'hyperventilation forcée qui accroît les risques de syncope par abaissement du taux de CO2 sanguin. Le signal respiratoire est repoussé et le manque d'oxygène va intervenir le premier, provoquant la perte de connaissance. Il existe de nombreux programmes d'entraînement à l'apnée que l'on peut pratiquer aussi bien en mer qu'à terre ou en piscine. À mon avis, 2 séances d'entraînement minimum par semaine sont nécessaires si l'on veut progresser, alors qu'une seule séance par semaine permet seulement d'entretenir une forme de base. Et cette volonté de vouloir toujours descendre plus profond? Actuellement, les chasseurs français sont parmi les plus profonds du monde. Ils évoluent à près de 40 mètres pendant plusieurs heures. C'est très impressionnant. Pour certains, la profondeur est même une drogue. Plus on va bas, plus on a envie d'aller profond. Et évidemment, il y a des risques. Ces risques sont essentiellement à la remontée. Le risque de syncope, il est omniprésent bien sûr, mais s'y ajoutent de nos jours les risques d'accidents de décompression par accumulation de gaz dissous dans le sang. Les accidents sont rares. Ils touchent surtout les très bons chasseurs, ceux qui pêchent très profond pendant plusieurs heures et sur plusieurs journées consécutives. Les progrès du matériel et des techniques de l'apnée permettent d'aller toujours plus bas. Les sensations sont fantastiques, sensations de calme, sensations de liberté, sensations d'absolu. Mais comme dans bien des sports où l'on côtoie l'extrême, toute sensation forte a ses risques. Merci. Bon, aujourd'hui nous sommes aux Frioul, à la calanque d'Ancrine, un petit peu à l'abri, on a choisi un coin qui est magnifique. On va essayer d'attraper quelques poissons. Le courant est en train de tourner, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Bon, j'ai mis une combinaison de 5 mm et demi parce que finalement
à cette époque-ci, la température est relativement bonne. Ça devrait aller. Alors je pense que derrière la pointe, là, il devrait y avoir un bon petit courant. Alors avec un petit peu de chance, je dois pouvoir trouver quelques sards. Mais il faut attendre encore, le courant n'a pas bien pris. Je pense que il va falloir chercher pas mal quand même. L'eau est assez claire. Vous avez, si le soleil sort, et que les dieux de la mer sont avec nous, on va pouvoir tirer quelques beaux poissons. Bon ben là, comme on va chercher du sard, un petit peu que l'eau est relativement claire, je prends quand même une arbalète de 90 cm, une arbalète standard, tout ce qu'il y a de plus la main, avec une flèche de 1,30 m. C'est suffisant pour tirer quelques jolis sards en pleine eau et éventuellement à trou. En prenant l'arbalète comme ceci, on arrive à faire des tirs quand même relativement précis. Je pense que c'est l'amalgame le plus convenable pour cette eau quand même. Alors, je vais faire un petit tour, je vais aller jusqu'à la pointe, on va voir un petit peu ce que ça donne. Une très belle rose de mer là. Elle est magnifique pour la décoration, on la laisse sécher. Très très jolie ça. Ça fait exactement comme la rose des sables. Ça pousse par-dessus un caillou comme ça là. Et c'est les différents courants qui arrivent à strier des lamelles qui ont des formes quelquefois assez jolies. Quel type de combinaison que tu as fait? Bon, d'abord il y a deux conditions qu'il faut connaître. C'est la température de l'eau. Si elle est vraiment très froide, on met une combinaison au minimum de 7 mm. Si elle est un peu moins froide, bon, à ce moment-là, on met, comme c'est le cas aujourd'hui, une combinaison de 5 mm, mais de préférence avec du néoprène refondu. On entend parfaitement le bruit du néoprène refondu par rapport au nylon qui ne fait pas du tout le même bruit. L'avantage du néoprène refondu, c'est que c'est un néoprène cellulaire qui colle parfaitement à la peau et que ça fait exactement comme une deuxième peau, et ce qui donne une chaleur extraordinaire au corps, pour éviter justement la déperdition de calories qu'on va avoir du fait qu'on est immergé dans une eau qui est, bon, qui est quand même relativement froide. Là actuellement c'est une 6 mm, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on a un renfort pour le chargement du fusil, on a un petit renfort ici pour bien soutenir la sous-cutale pour éviter qu'il y ait des entrées d'eau.
La Sofitel, là, bon, on a mis au point un nouveau système là, qui est, ma foi, pas mal, qui permet vraiment d'étanchéifier le tout entre le haut et le bas, évidemment. Voilà. Question aisance, le néoprène est assez souple par rapport à ce que se faisait avant. Voilà, par rapport aux combinaisons qu'on a connues il y a 20 ans, c'est sûr que ça n'a rien à voir parce qu'on arrive à obtenir des néoprènes qui sont extrêmement souples tout en conservant une isothermie pratiquement idéale. Pratiquement l'isothermie qu'on avait il y a 20 ans. Est-ce que tu attaches une importance aussi dans le choix de la couleur de la combinaison? Parce que maintenant, on voit des combinaisons de toutes les couleurs. Est-ce que ça a une importance pour pratiquer la chasse? Oui, la couleur est très importante. Bien qu'on dise que les poissons ne voient pas la couleur, il faut à tout prix se fondre et se confondre dans le milieu. Il faut devenir poisson en quelque sorte. On a choisi le coloris vert parce qu'en fait, il y a beaucoup d'algues vertes. Il y a beaucoup d'algues vertes et lorsqu'on reste immobile au fond de l'eau, au milieu des algues vertes, on se confond parfaitement. Et ce qui nous permet, avant de tirer le poisson, de l'observer, de l'étudier et de savoir comment on va pouvoir l'approcher pour le tirer. C'est ça le plus important. Voilà. Bon, ben, au niveau de l'aisance, ici on a obtenu des coupes depuis un certain nombre d'années qui permettent de ne plus avoir du tout de couture sous les bras, ce qui permet d'éviter les échauffements d'une part et d'avoir une aisance exceptionnelle. Parce que quand même dans l'eau, lorsqu'on fait de la chasse, on a besoin de se mouvoir, on a besoin de se ventiler, il faut pas que ça empêche de respirer. Ça permet de bien se ventiler, de bien respirer et surtout d'être très à l'aise dans l'eau. L'aisance est très importante. On arrive à avoir des bras préformés ici, les jambes aussi sont préformées, on évite les coutures au niveau derrière, immédiatement derrière les genoux. C'est vraiment super, ça colle à la peau, c'est une seconde. Bon, d'autre part aussi, on y a adjoint des manchons d'étanchéité qui sont dans un néoprène un tout petit peu plus fin et un tout petit peu plus serré, en ce sens que quand même du fait qu'il est plus fin, on peut le serrer plus, ça fait une étanchéité encore supérieure à celle, en plus c'est avec du néoprène lisse là, hein, donc il n'y a pratiquement pas d'entrée d'eau. On a fait là autour de la cagoule, on a fait un petit manchon aussi qui permet une étanchéité presque parfaite, en dehors du fait que moi j'ai la barbe et que j'ai quand même un petit peu d'entrée d'eau à ce niveau-là, mais autrement ça passe très bien. Techniquement, c'est pratiquement ce qu'on fait de mieux au monde. On peut difficilement trouver mieux. Point de vue esthétique, souplesse, étanchéité, en fait, tout est allié en un seul modèle. Bon, au niveau des fusils, en France, on préfère, et de loin, utiliser des arbalètes à sando, à élastique, comme ceci. C'est ce qu'il y a de plus simple, de plus rationnel. Parce que, en fait, il existe tout un tas de fusils ou d'arbalètes à air comprimé qui sont pas mal, mais qui correspondent, à mon avis, plus à une chasse et à une pêche de gros poissons, parce que, en fait, ça propulse une flèche qui est beaucoup plus épaisse, qui a peut-être un peu plus de puissance, mais qui a quand même un petit peu moins de précision au niveau des tirs de loin. Et c'est ce qui explique que, les Tahitiens, les premiers, ont utilisé l'arbalète à sando. Moi, de mon côté, j'ai voulu une arbalète qui soit très légère, très simple et qui s'adapte bien au milieu marin. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui est vert, l'autre modèle est noir, mais aussi avec des sandos verts. D'autre part, lorsqu'on la tient en main comme ça, le poisson est bien entendu en direction du poisson. Le poisson ne voit absolument pas tout ce fluo. Ce fluo permet tout simplement, lorsqu'on lâche l'arbalète au fond à la suite d'un tir, et qu'il y a pas mal de profondeur ou bien que l'eau est trouble, de la voir très facilement, de la repérer très facilement. Et c'est très important parce que il arrive souvent qu'on perde l'arbalète, quand il y a du courant notamment. Donc, au niveau des sandos, je fabrique des sandos en latex qui sont super. Là, ils sont verts, ils ont enfin beaucoup de qualité, une vitesse de récupération un peu exceptionnelle, et ils sont quand même relativement faciles à armer. D'autre part, au niveau du jeu d'obus, je préfère et de loin un jeu d'obus qui soit articulé, de façon à permettre, si on est un petit peu de travers ou si on n'est pas très droit, un chargement facile et surtout cela évite
de casser le jet d'obus, ce qui a pour effet d'être obligé de le changer, etc. Au niveau de la légèreté de mon arbalète, j'ai résolu le problème en évitant toute visserie au niveau des cassettes, au niveau de toutes les jointures de la poignée. Ce qui fait que par rapport à tout le monde, bon, c'est très léger, c'est très rationnel, c'est simple. Au niveau de la tête aussi, j'ai mis pour fixer la tête au tube une vis en nylon armée de fibres de verre, ce qui permet d'éviter la corrosion entre deux métaux différents. Enfin, c'est tout simple et c'est efficace. On n'a pas besoin d'autre chose pour espérer attraper du poisson. Bon, les palmes, actuellement, c'est ce qu'on fait de mieux. Dans le domaine de la palme, c'est ça. C'est une palme longue. C'est le meilleur amalgame possible, en ce sens que la voilure est relativement raide pour transmettre l'effort du chasseur avec un minimum d'effort. C'est-à-dire que lorsque le pied est bien pris, bon, dans ce caoutchouc qui est un caoutchouc de synthèse, qui est surmoulé par-dessus cette voilure qui est une voilure relativement rigide, donc deux matériaux différents, lorsque le pied est bien pris dedans, il permet de répercuter immédiatement le moindre mouvement de la jambe sur toute la longueur de la voilure, ce qui permet d'avancer vraiment pratiquement sans effort. Et au niveau de l'apnée, c'est très important, parce que qu'on fasse de l'apnée pour le plaisir, pour faire simplement des plongées profondes, ou qu'on fasse de l'apnée pour chasser, ce qui est important, c'est d'économiser la réserve d'air contenue dans les poumons. Et donc, il faut faire le minimum d'efforts pour être à l'aise et pour pouvoir faire des apnées correctes, pour pouvoir observer le fond, pour pouvoir chasser, pour pouvoir bien s'intégrer au milieu. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux au monde. On peut difficilement dire autre chose, parce que les palmes courtes, à mon avis, c'est quand même un petit peu révolu, bien qu'il y ait encore des gens qui les utilisent. Au niveau des débutants ou des gens qui démarrent la chasse, est-ce qu'elles ne sont pas plus difficiles à utiliser? Je ne pense pas qu'une palme longue soit plus difficile à utiliser. C'est à mon avis simplement une adaptation qui est un petit peu plus longue. C'est une autre façon de nager, c'est une autre façon de s'intégrer au milieu, c'est une autre façon d'évoluer dans l'eau. Il faut, lorsqu'on chausse une paire de palmes longues, il faut réapprendre à nager avec ça. On se rend compte immédiatement que ça ne sert à rien de fouetter l'eau comme un fou, parce que ce sont des gestes perdus. Il faut simplement s'intégrer et donc faire des mouvements d'amplitude très lents qui vous permettent d'avancer convenablement et avec le moindre effort. Le masque idéal n'existe pas. Je crois que c'est ce qu'on peut dire, parce qu'il y a peut-être sur le marché une centaine de masques différents. Ce qu'on peut dire, c'est que le masque doit être d'abord très bien adapté au visage. C'est ça qui est le plus important. Il faut qu'il plaque bien sans favoriser d'entrée d'eau. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y ait des entrées d'eau. D'autre part, après, plusieurs critères entrent en jeu, c'est-à-dire que ce dont on a besoin surtout, c'est d'un masque à travers lequel on ait un maximum de champ de vision pour pouvoir voir ce que l'on recherche, c'est-à-dire où les poissons, ou simplement observer ou rechercher autre chose. Et donc, à ce niveau-là, il faut vraiment toujours essayer d'avoir un maximum de champ de vision. Et pour ce faire, il n'y a qu'une solution, c'est-à-dire mettre le masque sur le visage et puis prendre des points de repère avec les bras tendus. Et à ce moment-là, on se rend compte du champ de vision. D'autre part, pour pêcher profond, de plus en plus, beaucoup préconisent des masques à petit volume d'air. Et là, alors, les masques à petit volume d'air sont très bien, parce que plus on descend et plus on est obligé de compenser l'air qui est contenu dans le masque par une expiration à l'intérieur du masque. Et donc, plus le volume d'air est restreint et plus on conserve son air dans les poumons. Bon, ce qu'on peut dire sur le tuba, c'est que en fait, il faudrait qu'il soit d'un diamètre égal à un point milieu de la trachée pour favoriser une respiration correcte. Ceci dit, il existe des tubas tout à fait classiques comme celui-ci, à travers lequel on respire parfaitement bien. Le tuba est retenu par un petit embout que l'on met dans la bouche. En fait, il faut que le tuba dépasse à peine de l'eau pour permettre une respiration correcte. D'autre part, il existe des diamètres
beaucoup plus gros, qui favorisent un petit peu la respiration, mais qui ont un petit inconvénient malgré tout, c'est que lorsqu'on s'immerge et que l'on remonte, il a d'autant plus d'eau à l'intérieur que le volume est gros. Venir à la pêche avec moi, hein? Allez, on va faire un petit tour dans l'eau tous les deux. Allez, allez, va le chercher. Allez, va le chercher ce poisson là. Allez, va chercher ce poisson là. Oui, ce poisson. Ce qu'il faut dire toujours, c'est que lorsqu'on part du bord, il faut toujours se ménager un point de sortie où on va pouvoir ressortir si la mer se lève, ressortir sans risquer de se blesser. Et c'est très important, surtout au niveau de l'Atlantique, parce qu'en Atlantique, avec la marée qui monte et puis les vagues qu'il y a, il vaut mieux toujours se ménager un petit coin à l'abri où on est sûr de sortir en toute tranquillité. Bon, ben je vais aller voir à cette pointe, un peu voir ce qu'il y a.
Comme il en avait l'habitude depuis 6 mois que nous préparions ce film, Titou me téléphonait régulièrement à Nice pour me tenir au courant de l'état de la mer et des rassemblements de poissons à Marseille. Il me fit donc venir pour le lendemain matin. Les loups seront au rendez-vous, me dit-il, et les eaux seront claires. Je contactai alors Albert Cayazo qui devait faire les prises de vue sous-marines pour être prêt pour le lendemain matin. En arrivant à Marseille, le vent s'était levé. J'étais inquiet car je pensais que nous allions passer une journée en mer pour rien. Sur les lieux de pêche, Titou scrute le fond à la recherche des compagnes de loups qui viennent l'hiver ici au bord de l'eau pour se reproduire. Les rassemblements sont peu fréquents et ponctuels. Il ne faut pas rater ce rendez-vous car les occasions sont peu nombreuses. Penché, la tête dans l'eau, il conduit son bateau. La technique est simple mais efficace. Avec le pied, Titou conduit le bateau à faible allure, alors que pendant ce temps, il immerge sa tête dans l'eau pour observer le poisson. Une fois le poisson repéré, il jette l'ancre pour assurer son embarcation, puis il se jettera à l'eau. Après plusieurs heures de recherche infructueuse, mes doutes allaient se confirmer. Nous n'aurions pas de poisson aujourd'hui. C'est tout du moins ce qu'en pense Titou. Vas-y, t'as qu'à rouler, tu fais rouler le bateau là. C'est bon. Nous changions sans cesse de lieu de pêche. Et soudain, sans rien dire, Titou décida de jeter l'ancre et de se mettre à l'eau. Nous étions à quelques mètres du bord, dans 2 à 3 mètres d'eau, pas plus. Et soudain, on vit le premier loup. J'étais rassuré et j'étais convaincu que seul un expert comme Titou pouvait savoir la veille ce qui se passerait le lendemain matin. J'avais fait monter par Albert Cayazo une caméra spéciale qui était fixée sur l'arbalète et qui permettrait de filmer en gros plan le tir des poissons. Au détour d'un rocher que Titou aborda avec camouflage et précaution, nous fûmes surpris de la quantité de poissons qui étaient au rendez-vous. Des centaines, voire des milliers de loups se promenaient tranquillement dans 2 ou 3 mètres d'eau. Notre patience fut récompensée, la chasse sous-marine pourrait enfin commencer.
Pour faire ressortir avec plus d'émotion ces scènes de chasse inoubliables, nous avons monté les images au ralenti. Regardez, c'est tout simplement superbe. Il semble que cette chasse soit d'une simplicité enfantine. Et pourtant, le secret semble résider dans la connaissance du milieu marin, la connaissance du poisson, dans la connaissance de ses habitudes et vraisemblablement dans la connaissance de ses migrations. De préférence, Titou chasse les mâles et épargne les femelles, que l'on reconnaît aisément à leur ventre plein. Leur ventre est beaucoup plus redondant, la forme est beaucoup plus arrondie que le mâle. On reconnaît aisément la femelle. Et il arrive parfois que les femelles atteignent des tailles énormes. Alors, on ne résiste pas, surtout si on n'a pas le choix. On tire. Pour chasser le loup dans ces conditions, la méthode est simple. Il faut se positionner au fond, plaqué sur le sable, à l'agachant. Décontracté mais vigilant, il faut attendre que le poisson soit à portée de tir. Et si, comme ici, on a le choix, on tirera le plus beau spécimen. Le loup est à la fois curieux et méfiant de nature. Il arrive fréquemment qu'il tourne autour du chasseur, mais comme s'il connaissait la portée de la flèche, il se tient à distance. Il faut alors user de stratagèmes pour pouvoir le faire approcher et le mettre à portée de tir. Voilà, nous sommes en position d'agachon. Le chasseur peut par exemple, pour attirer la curiosité du poisson, tapoter avec la crosse du fusil un caillou, ou bien gratter avec ses doigts le fond de sable, ou bien faire 2-3 bulles. Le poisson tourne et le poisson est tiré. Le loup, surpris par ce bruit bizarre, oubliera sa méfiance pour laisser place à sa grande curiosité et sera alors vulnérable. Les loups que nous avons pris ce jour-là faisaient entre 6 et 8 kilos, des spécimens énormes. Après vous avoir montré ces images filmées par la caméra qui était fixée sur l'arbalète, nous allons vous montrer une séquence complète de tir au loup à l'agachon. Regardez, c'est merveilleux, c'est superbe.
Changement de décor. Destination, la côte basque. La côte basque rocheuse s'étend sur près de 30 km entre la barre de l'Adour et la frontière espagnole. Dans cette partie méridionale de ce que l'on nomme la Côte d'Argent, les plages laissent de temps à autre la roche s'exprimer. Sous forme d'écueils, de brisants et de pierres immergées au large, elle offre alors quelques sites intéressants aux plongeurs et aux chasseurs. Avec quelques bons amis comme Philippe Lesca, champion de France 1990, Christian Duroty, Alain Laborde, nous retrouvons Jean-Baptiste Esclapé pour une démonstration de chasse à trous en Atlantique. Les sites de chasse sélectionnés sont les roches du Briquet, situées à l'ouest de Saint-Jean-de-Luz, environ 2000 au large. La profondeur varie de 4 à 12 mètres. Une houle importante et une mer peu claire n'ont pas découragé nos caméramans sous-marins, José Madrazo et Jean-Claude Nicolas. C'est par temps calme et à marée basse de préférence que l'on rencontre les sards et que l'on peut pratiquer la chasse à trous. Ici, en Atlantique, les conditions climatiques conditionnent le choix dans la méthode de chasse. Par mer forte, par exemple, on chassera plutôt en pleine eau, à l'agachon. Le vent le plus défavorable est le vent d'ouest, qui peut être très violent. Philippe Lesca, dans un article paru dans le magazine Apnéa, nous indique les principaux lieux de chasse que l'on peut trouver dans cette région. On peut commencer par exemple par la digue nord de l'Adour, la pointe Saint-Martin, la plage de Biarritz, aux alentours de la Roche Ronde ou de la Roche Plate. On peut essayer aussi le rocher de la Vierge. Dans la zone de la plage du Port-Vieux à la plage des Basques, les chasseurs biarrois fréquentent les îlots de Caritz, le Petit et le Gros, ainsi que le rocher du Boucalo. La Mouscariette est une zone de petits rochers et de sable où l'on trouve de nombreuses failles. Enfin, toute la côte est finalement très poissonneuse.
c'est-à-dire absence de contre-indication médicale, et une visite annuelle par un médecin de plongée est recommandée chaque année. La deuxième condition, la plus importante à mon avis, est l'entraînement. Il faut être en forme, il faut avoir envie de chasser, c'est un gage de sécurité. En cas contraire, il vaut mieux attendre que l'envie vienne avant de se mettre à l'eau. Il faut s'entraîner à nager afin d'éviter les crampes. Il faut entraîner également ses trompes de stache, et la béance tubaire est recommandée, et ce qui permet d'avoir une descente plus rapide. Et surtout et enfin, il faut s'entraîner à l'apnée pour avoir une meilleure connaissance de soi et de son propre point de rupture de l'apnée. Quels sont les dangers de la pratique de ce sport? Chacun de nous est différent. Aucun examen médical seul ne peut prévenir la syncope d'un sujet. C'est à chacun de s'étudier, de se connaître, de respecter les signes avant-coureurs de la limite de l'apnée, comme par exemple un mouvement respiratoire dans le masque ou une contraction du diaphragme. Il faut alors remonter quoi qu'il arrive. Et aucun poisson ne vaut de mettre sa vie en péril, même en compétition. C'est pourquoi... Nous étions à quelques mètres du bord, dans 2 à 3 mètres d'eau, pas plus. Et soudain, on vit le premier loup. J'étais rassuré et j'étais convaincu que seul un expert comme Titou pouvait savoir la veille ce qui se passerait le lendemain matin. J'avais fait monter par Albert Cailloso une caméra spéciale qui était fixée sur l'arbalète et qui permettrait de filmer en gros plan le tir des poissons. Au détour d'un rocher que Titou aborda avec camouflage et précaution, nous fûmes surpris de la quantité de poissons qui étaient au rendez-vous. Des centaines, voire des milliers de loups se promenaient tranquillement dans 2 ou 3 mètres d'eau. Notre patience fut récompensée, la chasse sous-marine pourrait enfin commencer. Prendre des points de repère avec les bras tendus. Et à ce moment-là, on se rend compte du champ de vision. D'autre part, pour pêcher profond, de plus en plus, beaucoup préconisent des masques à petit volume d'air. Et là, alors, les masques à petit volume d'air sont très bien parce que plus on descend et plus on est obligé de compenser l'air qui est contenu dans le masque par une expiration à l'intérieur du masque. Et donc, plus le volume d'air est restreint et plus on conserve son air dans les poumons. Bon, ce qu'on peut dire sur le tuba, c'est que en fait, il faudrait qu'il soit d'un diamètre égal à un point milieu de la trachée pour favoriser une respiration correcte. Ceci dit, il existe des tubas tout à fait classiques comme celui-ci, à travers lequel on respire parfaitement bien. Le tuba est retenu par un petit embout que l'on met dans la bouche. En fait, il faut que le tuba dépasse à peine de l'eau pour permettre une respiration correcte. D'autre part, il existe des diamètres beaucoup plus gros qui favorisent un petit peu la respiration, mais qui ont un petit inconvénient malgré tout, c'est que lorsqu'on s'immerge et que l'on remonte, il a d'autant plus d'eau à l'intérieur que le volume est gros. Venir à la pêche avec moi, hein? Allez, on va faire un petit tour dans l'eau tous les deux. Allez, allez.
ressortir si la mer se lève, ressortir sans risquer de se blesser. Et c'est très important, surtout au niveau de l'Atlantique, parce qu'en Atlantique, avec la marée qui monte et puis les vagues qu'il y a, il vaut mieux toujours se ménager un petit coin à l'abri où on est sûr de sortir en toute tranquillité. Bon, ben je vais aller voir à cette pointe, un peu voir ce qu'il y a. Comme il en avait l'habitude depuis 6 mois que nous préparions ce film, Titou me téléphonait régulièrement à Nice pour me tenir au courant de l'état de la mer et des rassemblements de poissons à Marseille. Il me fit donc venir pour le lendemain matin. Les loups seront au rendez-vous, me dit-il, et les eaux seront claires. Je contactai alors Albert Cayazo qui devait faire les prises de vue sous-marines pour être prêt pour le lendemain matin. En arrivant à Marseille, le vent s'était levé. J'étais inquiet car je pensais que nous allions passer une journée en mer pour rien. Sur les lieux de pêche, Titou scrute le fond à la recherche des compagnes de loups qui viennent l'hiver ici au bord de l'eau pour se reproduire.
Pour faire ressortir avec plus d'émotion ces scènes de chasse inoubliables, nous avons monté les images au ralenti. Regardez, c'est tout simplement superbe. Calanque d'Ancrine, un petit peu à l'abri, on choisit un coin qui est magnifique. On va essayer d'attraper quelques poissons. Le courant est en train de tourner, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Bon, j'ai mis une combinaison de 5 mm et demi parce que finalement à cette époque-ci la température est relativement bonne. Ça devrait aller. Alors je pense que derrière la pointe là il devrait y avoir un bon petit courant. Alors avec un petit peu de chance je dois pouvoir trouver quelques sards. Mais il faut attendre encore, le courant n'a pas bien pris. Je pense que il va falloir chercher pas mal quand même. L'eau est assez claire. Ça devrait aller. Si le soleil sort, et que les dieux de la mer sont avec nous, on va pouvoir tirer quelques beaux poissons. Bon ben là, comme on va chercher du sard, un petit peu que l'eau est relativement claire, je prends quand même une arbalète de 90 cm, une arbalète standard, tout ce qu'il y a de plus standard, avec une flèche de 1,30 m. C'est suffisant pour tirer quelques jolis sards en pleine eau et éventuellement à trou. En prenant l'arbalète comme ceci, on arrive à faire des tirs quand même relativement précis. Je pense que c'est l'amalgame le plus convenable pour cette.
Il semble que cette chasse soit d'une simplicité enfantine. Et pourtant, le secret semble résider dans la connaissance du milieu marin, la connaissance du poisson, dans la connaissance de ses habitudes et vraisemblablement dans la connaissance de ses migrations. De préférence, Titou chasse les mâles et épargne les femelles, que l'on reconnaît aisément à leur ventre plein. Leur ventre est beaucoup plus redondant, la forme est beaucoup plus arrondie que le mâle. On reconnaît aisément la femelle. Et il arrive parfois que les femelles atteignent des tailles énormes. Alors, on ne résiste pas, surtout si on n'a pas le choix, on tire. Pour chasser le loup dans ces conditions, la méthode est simple. Il faut se positionner au fond, plaqué sur le sable, à l'agachant. Décontracté mais vigilant, il faut attendre que le poisson soit à portée de tir. Et si, comme ici, on a le choix, on tirera le plus beau spécimen. Le loup est à la fois curieux et méfiant de nature. Il arrive fréquemment qu'il tourne autour du chasseur, mais comme s'il connaissait la portée de la flèche, il se tient à distance. Ça permet d'éviter les échauffements d'une part et d'avoir une aisance exceptionnelle. Parce que quand même dans l'eau, lorsqu'on fait de la chasse, on a besoin de se mouvoir, on a besoin de se ventiler. Il faut pas que ça empêche de respirer. Ça permet de bien se ventiler, de bien respirer et surtout d'être très à l'aise dans l'eau. L'aisance est très importante. On arrive à avoir des bras préformés ici. Les jambes aussi sont préformées. On évite les coutures au niveau derrière, immédiatement derrière les genoux. C'est vraiment super. Ça colle à la peau, c'est une seconde. Bon, d'autre part aussi, on y a adjoint des manchons d'étanchéité qui sont dans un néoprène un tout petit peu plus fin et un tout petit peu plus serré, en ce sens que quand même du fait qu'il est plus fin, on peut le serrer plus, ça fait une étanchéité encore supérieure à celle, en plus c'est avec du néoprène lisse là, hein, donc il n'y a pratiquement pas d'entrée d'eau. On a fait là autour de la cagoule, on a fait un petit manchon aussi qui permet une étanchéité presque parfaite, en dehors du fait que moi j'ai la barbe et que j'ai quand même un petit peu d'entrée d'eau à ce niveau-là. Mais autrement ça passe très bien. Techniquement c'est pratiquement ce qu'on fait de mieux au monde. On peut difficilement trouver mieux. Point de vue esthétique, souplesse, étanchéité, en fait tout est allié en un seul modèle. Bon, au niveau des fusils, en France on préfère et de loin, vers lequel on respire parfaitement bien. Le tuba est retenu par un petit embout que l'on met dans la bouche. En fait, il faut que le tuba dépasse à peine de l'eau pour permettre une respiration correcte. D'autre part, il existe des diamètres beaucoup plus gros qui favorisent un petit peu la respiration, mais qui ont un petit inconvénient malgré tout, c'est que lorsqu'on s'immerge et que l'on remonte, il a d'autant plus d'eau à l'intérieur que le volume est gros. Venir à la pêche avec moi, hein? Allez, on va faire un petit tour dans l'eau tous les deux. Allez, va le chercher. Allez, va le chercher ce poisson là. Allez, va chercher ce poisson là. Oui, ce poisson. Ce qu'il faut dire toujours, c'est que lorsqu'on part du bord, il faut toujours se ménager un point de sortie où on va pouvoir ressortir si la mer se lève, ressortir sans risquer de se blesser. Et c'est très important, surtout au niveau de l'Atlantique, parce qu'en Atlantique, avec la marée qui monte et puis les vagues qu'il y a, il vaut mieux toujours se ménager un petit coin à l'abri où on est sûr de sortir en toute tranquillité. Bon, ben je vais aller voir à cette pointe, un peu voir ce qu'il y a.
Nous changions sans cesse de lieu de pêche. Et soudain, sans rien dire, Titou décida de jeter l'ancre et de se mettre à l'eau. Nous étions à quelques mètres du bord, dans 2 à 3 mètres d'eau, pas plus. Et soudain, on vit le premier loup. Arrondi que le mâle, on reconnaît aisément la femelle. Et il arrive parfois que les femelles atteignent des tailles énormes. Alors, on ne résiste pas, surtout si on n'a pas le choix, on tire. Pour chasser le loup dans ces conditions, la méthode est simple. Il faut se positionner au fond, plaqué sur le sable, à l'agachant. Décontracté mais vigilant, il faut attendre que le poisson soit à portée de tir. Et si, comme ici, on a le choix, on tirera le plus beau spécimen. Le loup est à la fois curieux et méfiant de nature. Il arrive fréquemment qu'il tourne autour du chasseur, mais comme s'il connaissait la portée de la flèche, il se tient à distance. Il faut alors user de stratagèmes pour pouvoir le faire approcher et le mettre à portée de tir. Voilà, nous sommes en position d'agachon. Le chasseur peut par exemple, pour attirer la curiosité du poisson, tapoter avec la crosse du fusil un caillou, ou bien gratter avec ses doigts le fond de sable, ou bien faire 2-3 bulles. Le poisson tourne et le poisson est tiré. Si le soleil sort, et que les dieux de la mer sont avec nous, on va pouvoir tirer quelques beaux poissons. Bon ben là, comme on va chercher du sable, un petit peu que l'eau est relativement claire, je prends quand même une arbalète de 90 cm, une arbalète standard, tout ce qu'il y a de plus qu'on a. Avec une flèche de 1m30, c'est suffisant pour tirer quelques jolis stars en pleine eau et éventuellement à trou. En prenant l'arbalète comme ceci, on arrive à faire des tirs quand même relativement précis. Je pense que c'est l'amalgame le plus convenable pour cette.
Comme il en avait l'habitude, depuis 6 mois que nous préparions ce film, Titou me téléphonait régulièrement à Nice pour me tenir au courant de l'état de la mer et des rassemblements de poissons à Marseille. Il me fit donc venir pour le lendemain matin. Les loups seront au rendez-vous, me dit-il, et les eaux seront claires. Je contactai alors Albert Cayazo qui devait faire les prises de vue sous-marines pour être prêt pour le lendemain matin. En arrivant à Marseille, le vent s'était levé. J'étais inquiet car je pensais que nous allions passer une journée en mer pour rien. Sur les lieux de pêche, Titou scrute le fond à la recherche des compagnes de loups qui viennent l'hiver ici au bord de l'eau pour se reproduire. Notre modèle est noir, mais aussi avec des sandaux verts. D'autre part, lorsqu'on la tient en main comme ça, le poisson est bien entendu en direction du poisson. Le poisson ne voit absolument pas tout ce fluo. Ce fluo permet tout simplement, lorsqu'on lâche l'arbalète au fond à la suite d'un tir, et qu'il y a pas mal de profondeur ou bien que l'eau est trouble, de la voir très facilement, de la repérer très facilement. Et c'est très important parce qu'il arrive souvent qu'on perde l'arbalète, quand il y a du courant notamment. Donc, au niveau des sandaux, je fabrique des sandaux en latex qui sont super. Là, ils sont verts, ils ont enfin, beaucoup de qualité, une vitesse de récupération un peu exceptionnelle, et ils sont quand même relativement faciles à armer. D'autre part, au niveau du jeu d'obus, je préfère et de loin un jeu d'obus qui soit articulé, de façon à permettre, si on est un petit peu de travers ou si on n'est pas très droit, un chargement facile, et surtout cela évite de casser le jeu d'obus, ce qui a pour effet d'être obligé de le changer, etc. Au niveau de la légèreté de mon arbalète, j'ai résolu le problème en évitant toute visserie au niveau des cassettes, au niveau de toutes les jointures de la poignée. Ce qui fait que par rapport à tout le monde, bon, c'est très très léger, c'est très rationnel, c'est simple. Au niveau de la tête aussi, j'ai mis pour fixer la tête au tube une vis en nylon armée de fibres de verre. Ne peut prévenir la syncope d'un sujet. C'est à chacun de s'étudier, de se connaître, de respecter les signes avant-coureurs de la limite de l'apnée, comme par exemple un mouvement respiratoire dans le masque ou une contraction du diaphragme. Il faut alors remonter quoi qu'il arrive. Et aucun poisson ne vaut de mettre sa vie en péril, même en compétition. C'est pourquoi je pense qu'il faut chasser à deux, surtout les jeunes qui sont inexpérimentés, qui se connaissent mal et tentent parfois des exploits. Il ne faut pas pratiquer non plus l'hyperventilation forcée, qui accroît les risques de syncope par abaissement du taux de CO2 sanguin. Le signal respiratoire est repoussé et le manque d'oxygène va intervenir le premier, provoquant la perte de connaissance. Il existe de nombreux programmes d'entraînement à l'apnée que l'on peut pratiquer aussi bien en mer qu'à terre ou en piscine. À mon avis, 2 séances d'entraînement minimum par semaine sont nécessaires si l'on veut progresser, alors qu'une seule séance par semaine permet seulement d'entretenir une forme de base. Et cette volonté de vouloir toujours descendre plus profond. Actuellement, les chasseurs français sont partis.
la déperdition de calories qu'on va avoir du fait qu'on est immergé dans une eau qui est, qui est quand même relativement froide. Là actuellement c'est une 6 mm, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on a un renfort pour le chargement du fusil. On a un petit renfort ici pour bien soutenir la sous-cutale pour éviter qu'il y ait des entrées d'eau. La sous-cutale, là, on a mis au point un nouveau système là, qui est, ma foi, pas mal, qui permet vraiment d'étanchéifier le tout entre le haut et le bas, évidemment. Voilà. Pour question aisance, le néoprène est assez souple par rapport à ce que se faisait avant. Voilà, par rapport aux combinaisons qu'on a connues il y a 20 ans, c'est sûr que ça n'a rien à voir parce qu'on arrive à obtenir des néoprènes qui sont extrêmement souples tout en conservant une isothermie pratiquement idéale. Pratiquement l'isothermie qu'on avait il y a 20 ans. Est-ce que tu attaches une importance aussi dans le choix de la couleur de la combinaison? Parce que maintenant, on voit des combinaisons de toutes les couleurs. Est-ce que ça a une importance pour pratiquer la chasse? Oui, la couleur est très importante. Bien qu'on dise que les poissons ne voient pas la couleur, il faut à tout prix se fondre et se confondre dans le milieu. Il faut devenir poisson en quelque sorte. On a choisi le coloris vert parce qu'en fait, il y a beaucoup d'algues vertes. Cueil de brisants et de pierres immergées au large, elle offre alors quelques sites intéressants aux plongeurs et aux chasseurs. Avec quelques bons amis comme Philippe Lesca, champion de France 1990, Christian Duroty, Alain Laborde, nous retrouvons Jean-Baptiste Esclapé pour une démonstration de chasse à trous en Atlantique. Les sites de chasse sélectionnés sont les Roches du Briquet, situées à l'ouest de Saint-Jean-de-Luz, environ 2000 au large. La profondeur varie de 4 à 12 mètres. Une houle importante et une mer peu claire n'ont pas découragé nos caméramans sous-marins, José Madrazo et Jean-Claude Nicolas. C'est par temps calme et à marée basse de préférence que l'on rencontre les sards et que l'on peut pratiquer la chasse à trous. Ici, en Atlantique, les conditions climatiques conditionnent le choix dans la méthode de chasse. Par mer forte, par exemple, on chassera plutôt en pleine eau, à la gâchon. Le vent le plus défavorable est le vent d'ouest, qui peut être très violent. Philippe Lesca, dans un article paru dans le magazine Apnéa, nous indique les principaux lieux de chasse que l'on peut trouver dans cette région. On peut commencer par exemple par la digue nord de l'Adour, la pointe Saint-Martin, la plage de Biarritz, aux alentours de la Rocheron. Le poisson, ce qui sous-entend une aisance aquatique et une très bonne maîtrise de l'apnée. Cette aisance n'est possible qu'à deux conditions. D'abord, la condition physique, c'est-à-dire absence de contre-indication médicale et une visite annuelle par un médecin de plongée recommandée chaque année. La deuxième condition, la plus importante à mon avis, est l'entraînement. Il faut être en forme, il faut avoir envie de chasser, c'est un gage de sécurité. Dans le cas contraire, il vaut mieux attendre que l'envie vienne avant de se mettre à l'eau. Il faut s'entraîner à nager afin d'éviter les crampes. Il faut entraîner également ses trompes de stache, et l'abéance tubaire est recommandée, et ce qui permet d'avoir une descente plus rapide. Et surtout et enfin, il faut s'entraîner à l'apnée pour avoir une meilleure connaissance de soi et de son propre point de rupture de l'apnée. Quels sont les dangers de la pratique de ce sport? Chacun de nous est différent. Aucun examen médical seul ne peut prévenir la syncope d'un sujet. C'est à chacun de s'étudier, de se connaître, de respecter les signes avant-coureurs de la limite de l'apnée, comme par exemple un mouvement respiratoire dans le masque,
La profondeur varie de 4 à 12 mètres. Une houle importante et une mer peu claire n'ont pas découragé nos caméramans sous-marins, José Madrazo et Jean-Claude Nicolas. C'est par temps calme et à marée basse de préférence que l'on rencontre les sards et que l'on peut pratiquer la chasse à trous. Ici, en Atlantique, les conditions climatiques conditionnent le choix dans la méthode de chasse. Par mer forte, par exemple, on chassera plutôt en pleine eau, à l'agachon. Le vent le plus défavorable est le vent d'ouest, qui peut être très violent. Philippe Lesca, dans un article paru dans le magazine Apnéa, nous indique les principaux lieux de chasse que l'on peut trouver dans cette région. On peut commencer par exemple par la digue nord de l'Adour, la pointe Saint-Martin, la plage de Biarritz, aux alentours de la Roche Ronde ou de la Roche Plate. On peut essayer aussi le rocher de la Vierge. Dans la zone de la plage du Port-Vieux à la plage des Basques, les chasseurs biarrois fréquentent les îlots de Caritz, le Petit et le Gros, ainsi que le rocher du Boucalo. La Mouscariette est une zone de petits rochers et de sable. À la calanque d'Ancrine, un petit peu à l'abri, on a choisi un coin qui est magnifique. On va essayer d'attraper quelques poissons. Le courant est en train de tourner, là, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Bon, j'ai mis une combinaison de 5 mm et demi parce que finalement à cette époque-ci la température est relativement bonne. Ça devrait aller. Alors je pense que derrière la pointe là il devrait y avoir un bon petit courant. Alors avec un petit peu de chance je dois pouvoir trouver quelques sards. Mais il faut attendre encore, le courant n'a pas bien pris. Je pense que il va falloir chercher pas mal quand même. L'eau est assez claire. Ça devrait aller. Si le soleil sort, et que les dieux de la mer sont avec nous, on va pouvoir tirer quelques beaux poissons. Bon ben là, comme on va chercher du sard, un petit peu que l'eau est relativement claire, je prends quand même une arbalète de 90 cm, une arbalète standard, tout ce qu'il y a de plus standard, avec une flèche de 1m30. C'est suffisant pour tirer quelques jolis sards. Quelques mètres du bord, dans 2 à 3 mètres d'eau, pas plus. Et soudain, on vit le premier loup. J'étais rassuré et j'étais convaincu que seul un expert comme Titou pouvait savoir la veille ce qui se passerait le lendemain matin. J'avais fait monter par Albert Cailloso une caméra spéciale qui était fixée sur l'arbalète et qui permettrait de filmer en gros plan le tir des poissons. Au détour d'un rocher que Titou aborda avec camouflage et précaution, nous fûmes surpris de la quantité de poissons qui étaient au rendez-vous. Des centaines, voire des milliers de loups se promenaient tranquillement dans 2 ou 3 mètres d'eau. Notre patience fut récompensée, la chasse sous-marine pourrait enfin commencer.
Pour faire ressortir avec plus d'émotion ces scènes de chasse inoubliables, nous avons monté les images au ralenti. Regardez, c'est tout simplement superbe. Qu'on fasse de l'apnée pour le plaisir, pour faire simplement des plongées profondes, ou qu'on fasse de l'apnée pour chasser, ce qui est important, c'est d'économiser la réserve d'air contenue dans les poumons. Et donc, il faut faire le minimum d'efforts pour être à l'aise et pour pouvoir faire des apnées correctes, pour pouvoir observer le fond, pour pouvoir chasser, pour pouvoir bien s'intégrer au milieu. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux au monde. On peut difficilement dire autre chose parce que les palmes courtes, à mon avis, c'est quand même un petit peu révolu, bien qu'il y ait encore des gens qui les utilisent. Au niveau des débutants ou des gens qui démarrent la chasse, est-ce qu'elles ne sont pas plus difficiles à utiliser? Je ne pense pas qu'une palme longue soit plus difficile à utiliser. C'est à mon avis simplement une adaptation qui est un petit peu plus longue. C'est une autre façon de nager, c'est une autre façon de s'intégrer au milieu, c'est une autre façon d'évoluer dans l'eau. Il faut, lorsqu'on chausse une paire de palmes longues, il faut réapprendre à nager avec ça. On se rend compte immédiatement que ça ne sert à rien de fouetter l'eau comme un fou parce que ce sont des gestes perdus. Il faut simplement s'intégrer et donc faire des mouvements d'amplitude très lents qui vous permettent d'avancer convenablement et avec le moindre effort. Le masque idéal n'existe pas. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. À la calanque d'Ancrine, un petit peu à l'abri, on a choisi un coin qui est magnifique. On va essayer d'attraper quelques poissons. Le courant est en train de tourner, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Bon, j'ai mis une combinaison de 5 mm et demi parce que finalement à cette époque-ci la température est relativement bonne. Ça devrait aller. Alors je pense que derrière la pointe là il devrait y avoir un bon petit courant. Alors avec un petit peu de chance je dois pouvoir trouver quelques sards. Mais il faut attendre encore, le courant n'a pas bien pris. Je pense que il va falloir chercher pas mal quand même. L'eau est assez claire.